Aujourd'hui, on va traiter le sujet d'une des activités principales du processus du management, à savoir l'activité d'organiser. On a dit organiser, c'est définir une structure claire de l'entreprise. Ça revient à dire définir les postes et services, les responsabilités et la tâche qui incombe à chaque service dans le cadre de l'interdépendance et l'interaction avec les autres services, afin de réaliser l'objectif commun. C'est donc répondre à la question qui fait quoi. L'organigramme, c'est le schéma explicite de cette organisation. Comme vous voyez ici à l'image, il y a le directeur général, suivi dans la seconde ligne des chefs des départements, c'est-à-dire les directeurs des départements, suivi dans la troisième ligne des chefs de service, etc., etc., jusqu'au plus bas de la hiérarchie. Donc, organiser, c'est une activité qui répond au phénomène de la division du travail. Cette division suppose l'adoption d'une politique d'optimisation des ressources humaines et des capitaux. C'est-à-dire, l'organisation ne doit pas être source de gaspillage ou de frais inutiles causés par exemple par la duplication des tâches quand deux services font la même chose par exemple, ou la concentration des tâches au sein d'un seul service au profit d'un autre service qui ne ferait pas grand-chose, ce qui impacte le rendement. Donc, l'optimisation doit être le souci principal de la division du travail. Alors, quels sont les éléments de l'organisation formelle? Les éléments de l'organisation formelle sont de l'ordre de 4. Le premier élément, c'est la division du travail, c'est-à-dire la parcellisation des tâches. C'est la spécialisation pour augmenter la productivité. Pour ce faire, il faut donc mettre en œuvre certaines techniques d'organisation de groupe, telles que par exemple la définition des profils de poste, le job description, qui définit les tâches de chaque poste. Cette division de travail doit tenir compte de la nature du travail, du climat et des aptitudes de l'exécutant. Car cette division de travail n'est pas toujours positive. Il peut avoir un impact négatif si on ne tient pas compte de ces conditions. Je vous invite à voir par exemple le film de Charlie Chaplin qui s'appelle Les temps modernes pour voir l'impact négatif de cette division de travail quand elle est mal gérée. Vous allez voir qu'il peut être source d'insatisfaction ou même d'aliénation. Le deuxième élément de l'organisation formelle, c'est le découpage des individus entre les tâches. Il y a 3 tâches qui déterminent ce découpage. Il y a la tâche de la finance d'abord, donc on tient compte de nos moyens financiers, de la production et de la commercialisation. Si vous voyez dans toutes les entreprises, ce découpage tourne autour de ces 3 axes, la finance, la production et la commercialisation.
Il ne suffit pas de découper les tâches, mais il faut chercher à les coordonner. Sinon, chacun travaillera isolément et indépendamment des autres services. Le découpage tient compte de l'activité et de la taille de l'entreprise. Par exemple, dans la petite et moyenne hôtellerie, vous allez trouver que les tâches tournent autour de l'hébergement et de la restauration. Mais dans l'hôtellerie de luxe, vous allez trouver la prédominance du service technique, notamment si on utilise des machines de la haute technicité. Le troisième élément de la division de l'organisation formelle, c'est la définition du poste de travail. Le poste de travail, c'est quoi? C'est d'abord un lieu et une tâche bien définie, faisant partie d'un ensemble lui-même bien déterminé. C'est ça la définition du poste de travail. Il y a le lieu, c'est-à-dire c'est un espace territorial qui peut être un bureau, qui peut être un comptoir de réception ou qui peut être une zone de surveillance. Mais de nos jours, la définition du lieu n'est plus systématique, notamment avec l'avènement du travail à distance. Donc, le critère de lieu disparaît progressivement. Quatrième élément de l'organisation formelle, c'est l'étendue du pouvoir. Vous savez, l'étendue du pouvoir dépend de la structure de l'entreprise et le degré de la décentralisation des décisions. Plus les décisions sont décentralisées, plus les chefs et les directeurs ont pouvoir large. Et plus les décisions sont centralisées, moins ils ont une marge de manœuvre. Il faut distinguer le pouvoir et l'autorité. Ce sont deux choses différentes. Le pouvoir, c'est quelque chose lié à l'organisation. C'est quelque chose qui vous est attribué. On vous attribuez de donner des ordres, d'influencer les gens. Donc c'est le degré d'influence qui vous est attribué. Par contre, l'autorité, elle dépend de la compétence du meneur. C'est-à-dire sa capacité à s'imposer et sa capacité à faire valoir ses idées. Alors, quelles sont les sources du pouvoir? Pour ce faire, les spécialistes ont mené des études sur les personnes qui ont marqué l'histoire, à savoir Napoléon, Hitler et autres. Comment ces gens-là, ils ont pu mobiliser des milliers, voire des millions de gens autour d'une seule idée, comment ils ont pu les mobiliser, comment ils ont pu tout simplement les influencer. Alors, ces spécialistes, ils ont déterminé les sources de pouvoir en 5 sources. La première source, c'est la position officielle du chef au sein de l'organisation. Donc,
votre chef, il vous influence parce qu'il est votre supérieur hiérarchique. Donc, cette position lui donne un pouvoir légitime de vous influencer. La deuxième source, c'est le pouvoir de gratification. Quand vous avez le pouvoir de récompenser ceux qui font de bon travail avec des primes, avec des encouragements, donc automatiquement vous avez influence sur eux. Troisième pouvoir, le pouvoir de coercition. C'est-à-dire quand vous avez le pouvoir de les avertir, de les blâmer, au moins de licencier les gens qui font de graves erreurs, vous avez influence sur eux. La quatrième source, c'est le pouvoir de l'expertise, qui dépend de vos diplômes, de votre expérience. Ce pouvoir dépend de la perception de vos subordonnés. Comment les subordonnés voient leur chef? Comment ils perçoivent la compétence de leur chef? La cinquième source, c'est le pouvoir de l'exemple. Donc, il ne suffit pas de donner les ordres, car un bon chef est celui qui met la main dans la pâte. Il doit d'abord donner l'exemple. Il ne suffit pas de donner des ordres que vous-même vous ne pouvez pas exécuter. Donc, il faut d'abord donner l'exemple. L'exemple de maîtriser la technique, l'exemple de la ponctualité, l'exemple de comportement adéquat, etc., etc. Alors, telles sont les 5 sources des pouvoirs délimités par les spécialistes. Et avant, on a vu les 5 éléments, les 4 éléments de l'organisation formelle qui vous permettent de mener à bien votre organisation. Je m'arrête là. J'espère que le contenu vous a plu. Je compte sur vos likes et sur vos abonnements si vous ne l'avez pas encore fait. Et à très bientôt.